Salut les bouseux. J'ai pu constater dans les retours de ma vidéo d'analyse critique du discours de Fred, le joueur du grenier, que beaucoup de gens n'ont pas fait l'effort de comprendre mes explications pourtant simples sur les différences entre l'humour oppressif et le reste. Ainsi, il y a eu des gens qui se croyaient malins à opposer comme argument que l'humour peut ou doit avoir besoin de choquer, que si on ne peut plus être méchant, on perd quelque chose. Ils ont raison, mais ce n'est pas le sujet, car comme nous allons le voir avec des exemples, ne pas faire d'humour oppressif n'implique pas de ne plus choquer ou de ne plus être méchant. Contester l'humour oppressif ne consiste pas à désirer une contre-utopie où chacun devrait se conformer à un idéal arbitraire de bienveillance, où la transgression serait interdite, la méchanceté bannie, la provocation illicite. L'humour oppressif est une forme d'humour qui véhicule une oppression sans la remettre en question, qui va banaliser ou justifier des comportements ou mentalités par exemple racistes, sexistes ou homophobes le plus souvent. Or, figurez-vous, je vais peut-être vous apprendre un truc, mais on peut choquer sans pour autant tenir des propos racistes. On peut être méchant sans être sexiste. Vous pouvez parvenir à vous la jouer, frère rebelle, regardez-moi, je suis un connard, je suis tellement intéressant, sans pour autant inciter à rendre l'homosexualité honteuse. Bref, vous pouvez être drôle sans participer à la continuité d'un système de domination qui dévalorise et humilie toujours les mêmes. C'est possible, mais ça demande des efforts, notamment intellectuels. C'est pas un gros mot. Rappelons quand même que l'humour est censé être un trait de l'esprit. Si vous ne cherchez pas à avoir de l'esprit, alors laissez tomber l'humour, contentez-vous de blagues de paix et retournez jouer avec votre caca. Pour que les choses soient claires, nous allons faire 2 études de cas sur des blagues polémiques qui sont sorties à peu près à la même époque, fin 2017, début 2018. La première est la blague de Laura Lone, une humoriste belge qui avait demandé à son public quel est le point commun entre les juifs et les baskets. Sa réponse, on en trouve plus en 39 qu'en 45. Il y a eu polémique, des gens étaient choqués. Mais pour autant, s'agit-il d'une blague oppressive? Des gens ont identifié la blague comme étant antisémite. Si c'est le cas, elle serait donc oppressive car véhicule du racisme. Mais justement, est-ce le cas? La blague contient-elle un cliché, un stéréotype à l'encontre des juifs sans le dénoncer? Non. Est-ce que la blague justifie ou minimise le génocide des juifs? Non, et je dirais même au contraire. Le ressort comique de la blague réside dans le décalage, procédé humoristique très basique, qui met en parallèle deux choses extrêmement différentes, d'une part des chaussures, de l'autre un génocide. Réussir à relier deux sujets sans le moindre rapport en apparence, c'est drôle, haha, humour, cul un mouton. Et c'est de plus choquant car l'un des deux sujets est particulièrement dramatique. Il y a bien un manque de respect par rapport au drame, mais bon, c'est l'humour noir qui veut ça, bien que concrètement, la blague se base sur une réalité qu'elle rappelle. Oui, des juifs sont morts. Oui, il y a plus de juifs en 1939 qu'en 1945. C'est vrai, c'est un fait historique. Un fait historique sur lequel on rit jaune ou avec cynisme, mais à aucun moment ça ne peut être considéré comme oppressif. Pourtant, ça choque. Avec cet exemple, on voit qu'on peut choquer sans faire de l'humour oppressif. Deuxième étude de cas avec la blague de Tex, qui lui a valu de se faire enfin dégager de la télé. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir. On ne lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Ha ha ha, on se fend la gueule, surtout les 120 femmes qui meurent chaque année sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. En quoi c'est supposé être drôle? Eh bien, comme pour la blague de Laura Lone, où on peut se dire c'est drôle parce que c'est vrai qu'il y a plus de juifs en 39 qu'en 45, on est censé se dire c'est drôle parce que c'est vrai que taper une femme c'est pour lui expliquer des choses. Voilà pourquoi ce n'est pas drôle, parce qu'on sait, ou qu'on devrait le savoir, que ce n'est pas vrai, que les violences faites aux femmes ne sont pas justifiables. Pourtant, c'est bien le propos de la blague, justifier de taper une femme. Si on tape une femme, c'est pour lui expliquer des choses. Nous sommes donc clairement dans le cas d'une blague oppressive, un propos qui, sous couvert d'humour, légitime les violences sexistes. Eh les filles, vous savez ce qu'on dit à un homme qui a déjà les 2 couilles coupées? On ne lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Pas sûr que ça fasse rire les défenseurs de Tex. Bref, ce qui est aussi intéressant dans la blague de Tex, c'est le premier degré total du propos. Il n'y a aucune distance entre le propos et celui qui le tient. Il n'y a pas de second degré, c'est-à-dire un message subtil à lire entre les lignes, ou d'ironie, donc de dire le contraire de ce que l'on pense. Pourtant, ça aurait été possible. La même blague peut être faite en la dénonçant. Un procédé très fréquent en humour consiste à jouer ou créer un personnage à qui on attribue des caractéristiques pour relier ces caractéristiques à certains propos ou comportements, souvent pour s'en moquer ou pour dénoncer. C'est le cas par exemple d'OSS 117, un personnage interprété par Jean Dujardin qui tient des propos misogynes, racistes, conservateurs, paternalistes, etc. Mais on sait que c'est un con. Il est grotesque, vaniteux et plutôt bête. On ne rit pas avec lui, on rit de lui. Et c'est très efficace car avec ce second degré, toute personne tenant un discours proche de celui d'OSS 117 est alors discréditée, tournée en ridicule, comme ce fut le cas d'Emmanuel Macron plusieurs fois comparé à Hubert Bonisseur de la Batte.
Ainsi, prendre conscience de la réalité de l'humour oppressif, et en toute logique le rejeter, ce n'est pas interdire de choquer ou de manquer de respect, ce n'est pas un appel à aseptiser l'humour, mais c'est apprendre son fonctionnement, identifier ses méthodes de reproduction des normes sociales. Au contraire, ne pas se poser de questions au prétexte que ce ne serait que de l'humour, s'aveugler par des affirmations extrémistes du genre on ne pourra plus rire de rien, c'est plutôt là que réside le politiquement correct qui empêche de tenir un discours subversif, qui empêche de remettre en question nos croyances et l'ordre établi. Nous passons à la deuxième partie de notre émission drôle à se taper le cul par terre pour prendre un appel. Allô? Oui, allô? Oh. Moi je suis féru d'humour, j'ai tous les DVD de Jean-Marie Bigard. Oula. D'ailleurs, vous la connaissez celle-là? C'est l'histoire d'une non, pute, d'un non, négro et non, d'un c'est- bougnoul qui non. rentrent dans un bar, et là il y a un juif qui dit... Non, c'est bon, monsieur Panzani, je crois que je vois où vous voulez en venir, ça va pas être possible, et je suis pas sûr que vous ayez bien compris le propos de l'émission. Ben si, mais c'est compliqué votre truc. Comment on est censé faire de la distance entre ce qu'on dit et ce qu'on pense? Eh bien, par exemple, en créant un personnage avec une voix particulière qui dirait que des énormités. Peut-être que ça vous rappelle quelqu'un. Moi j'ai rien compris, donc c'est des conneries, espèce de gauchiste. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!